Bienvenue sur le podcast des apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer ou A Song of Ice and Fire sans spoiler. Aujourd'hui, c'est un jour très particulier, mes amis, parce que avec Guillaume, on se retrouve pour enregistrer des épisodes. Donc Guillaume, je te laisse, voilà. là, je dis que je suis avec mon ami Guillaume parce que c'est vraiment de l'amitié qui se retrouve là, donc très content. Ouais. Ça fait très longtemps. Ça fait plusieurs fois qu'on dit que on est en médecine. Moi, je suis un peu plus avancé dans le cursus. Je suis interne. Là, t'es en train de spoiler le texte que j'avais écrit. Merde. Ah, merde. Qu'est-ce que je dis? Mais c'est quoi ton texte? Je connais pas ton texte. Oui, tu l'as fait dans les yeux. Voilà. On va vous expliquer un peu tout ça durant le début d'épisode. Guillaume, pour te dire, je les ai prévenus à la fin du dernier épisode qu'on a fait que cet épisode serait un peu long, parce je pense qu'on prendrait 10-15 minutes pour expliquer tout ce qui s'est passé. Donc, ils sont prévenus. D'accord. T'inquiète pas. J'arrive à tout ce que tu vas dire, t'inquiète pas. Mais donc, ça fait pratiquement 1 an qu'on n'a pas enregistré d'épisode inédit, depuis septembre dernier, je crois bien. Donc ouais, putain, ça fait vachement longtemps, quoi. Alors, on a réenregistré 1 ou 2 épisodes durant cette année, mais vraiment l'épisode inédit depuis septembre. Le dernier de John là. Ouais. Donc peut-être qu'il y aura des bugs, le temps de retrouver nos connaissances, nos automatismes. Pardonnez-nous, mais voilà, on essaye de se réhabituer. Et donc Guillaume, je voulais te poser la question avant de commencer. Est-ce que tu trouves que t'as l'esprit flou par rapport à l'univers du Trône de Fer, ou tu sens que t'es encore chaud? Non, honnêtement, il y a des connaissances qui ont refroidi. Là, j'ai relu forcément des chapitres pour me remettre dans le bain, mais et pour préparer les épisodes. Et en vrai, ça va. Mais des fois, quand je vois des noms, je fais genre, j'ai une espèce de gros flashback qui me mettent une gifle comme ça. Je fais ah oui. Ouais. Torrent Stark qui a ployé le genou. Je me souviens. Tu vois, ce genre de truc. Ah, mais c'est marrant parce que je dis que ça fait 1 an qu'on n'a pas fait, donc imaginons que ça fait 1 an qu'on n'a pas lu, et tu sais, c'est le laps de temps normal entre la sortie de 2 tomes, mais même au bout d'1 an, pas dans le monde du Trône de Fer, hein. 1 an, c'est pas la seule. Oui. Je veux dire, au tout début, pour les 3 premiers tomes, mais je veux dire, même nous, tu vois, là, franchement, on l'a taffé, le tome 1, on l'a vraiment bien poncé. Et le fait est que on arrive, on n'est pas serein, quoi. Genre, ça fait 1 an, il y a des trucs où tu te dis, c'est qui encore lui, tu vois? Non, clairement. Donc je me dis, les mecs qui l'ont lu de façon assez casual, le tome 1, tu le prends le tome 2 après 1 an d'absence. Ouais, ceux qui l'ont lu, qui ont dit, je l'ai lu d'une traite ou un truc comme ça, mais laisse tomber, quoi. Ouais. Laisse tomber. Il y a un peu le petit truc, genre au début, genre dans le tome 1, il s'est passé ça. Non, on n'est pas dans The Boys sur Amazon Prime. Il n'y a pas de résumé des épisodes précédents. Il n'y a pas de résumé. Et mais pareil, ouais, j'avoue entre le tome 5-6 là, 11 ans, à part faut lire toute la saga, quoi. Non, mais les vrais gens, franchement, à l'époque de la sortie, les gens qui ont compris le Trône de Fer, c'était vraiment les acharnés sur les forums obscurs, c'est sûr. C'est sûr. Genre, c'est pas le mec qui lisait tranquillement un petit bouquin pendant les vacances, hein. C'était pas le même délire. À mon avis, c'était les mecs obscurs qui étaient là en train de discuter des théories les plus sombres. C'était ça, les mecs qui connaissaient le Trône de Fer. Tu vois, des mecs qui travaillent dans des boîtes informatiques, qui se couchaient à 3h du mat en train de coder des trucs, et en même temps ils lisaient le Trône de Fer. Ouais, non. Mais donc, les raisons de ce laps, de ce temps d'absence. Premièrement, et vous l'avez entendu tout à l'heure, Monsieur Guillaume, que vous entendez depuis tout à l'heure, est officiellement devenu interne des hôpitaux de France. Félicitations. Merci bien. Merci. Donc, vous entendez ensuite un interne de néphrologie actuellement. Donc, je le laisse s'exprimer par rapport à ça et par rapport à comment il a vécu avec le podcast, etc.
Bon, le podcast, je l'ai pas trop vécu pendant ce début d'internat. Le fait est que, bon, c'est pas une nouvelle, mais l'internat de médecine en France, et je pense que partout ailleurs, c'est quelque chose de très très prenant où on est vraiment au front, quoi. On est vraiment au front aux hôpitaux, on est au lit des patients, on gère tous les problèmes possibles et imaginables, pardon. Et donc j'ai des horaires qui vous paraîtraient indécents, et c'est le cas. J'ai fait 90 heures cette semaine et je suis actuellement en train d'enregistrer sur mon repos de garde, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà où on en est. Les choses vont s'améliorer avec le temps, mais pour l'instant, c'est la raison pour laquelle il est difficile pour moi d'enregistrer, même si parfois j'ai un peu de temps libre. J'ai aussi une vie sociale à assumer et des gens que j'ai envie de voir et que je peux pas forcément consacrer ce temps-là à réaliser le podcast, et je pense que vous le comprendrez. Mais c'est vraiment impressionnant parce que vous étiez pas au courant, parce que quand on a tourné les épisodes, en tout cas quand on a commencé la saga, Guillaume il était dans l'année de son concours, donc et il a pas, ouais, on a vraiment tourné beaucoup d'épisodes au moment où il passait le concours, et sachant qu'il a eu un assez bon classement, moi je trouve toujours ça impressionnant. C'est pour ça que je suis grave content de l'avoir avec moi dans ce podcast, et que le temps d'absence c'est pas très grave parce que je sais tout ce qu'il a à faire et tout ce qu'il a à donner. Donc voilà, j'espère que maintenant vous comprendrez aussi. Mais c'est vrai que du coup, Guillaume et moi, ouais, on s'est connus en faculté de médecine. Moi j'ai pris un peu plus de retard par rapport à Guillaume. Des accidents de parcours. Exactement. Même si je suis toujours sur le chemin de la médecine, mais plus en retard que Guillaume, on va dire ça comme ça. Donc peut-être que ça va être d'ici 2 ans que je ferai la même annonce, mais pour l'instant on laisse Guillaume célébrer parce que c'est vraiment lui qui est le boss actuellement sur cette émission. Non, tu forces. Mais de toute façon, en fait, on avait déjà expliqué tout ça dans une FAQ qu'on avait tournée d'ailleurs, mais qui a été supprimée parce que je décidais de pas la sortir. On en révélait beaucoup sur nous et ça me plaisait pas trop. Je pense que les gens qui s'intéressent au podcast s'intéressent plus au trône de fer qu'à notre vie personnelle. À juste titre. Donc voilà, du coup on habitait tous les deux en région parisienne avec Guillaume. On habitait à 10 minutes l'un de l'autre, donc c'était facile d'enregistrer avant. Et maintenant, Guillaume a dû partir. Et voilà, il a pris les flots. j'ai pris Grand Line. Je suis parti explorer le monde. Donc actuellement, il est plus en région parisienne, il est dans la campagne, c'est-à-dire la province française. Alors je ne dirais pas où. À 1 heure de Paris, ça le bâtard. Je ne dirais pas où par souci de c'est le seul indice que je vous donne, voilà, 1h10 de Paris. Après, tu fais un compas, tu t'entoures Paris et tu traces tous les endroits. On va le trouver, ce bâtard. On va le trouver. Et donc, ouais, du coup, on est obligé d'enregistrer à distance. Là, vous le voyez pas, mais du coup, on est chacun dans nos chambres respectives. Guillaume est dans le salon de chez lui. Moi, je suis dans ma chambre, mais voilà. Et bon, la dernière raison, c'est qu'on avait plus, je pense moi comme toi, plus envie d'une séparation entre le moment où on tourne les épisodes et les moments où on les sort. C'est-à-dire qu'au départ, on a tourné beaucoup d'épisodes à la suite et rapidement parce qu'on s'est dit faut speeder, faut faire beaucoup d'épisodes parce que The Winds of Winter va sortir dans les prochaines années et puis on aimerait bien être à jour au moment de la sortie. Bon, d'une part, on s'est rendu compte que Martin va jamais le sortir, The Winds of Winter. Ou s'il le sort, ça sera peut-être dans une dizaine d'années. Et deuxièmement, en fait, ça nous est sérieux parce que il y a des moments où vraiment, en fait, on sortait un épisode. Enfin, je veux dire, par exemple, quand on a arrêté de tourner, donc en septembre, donc on était au tout début du tome 2, l'épisode qui sortait, c'était l'épisode de la Tour de la Joie. Donc il y avait tellement un grand décalage entre les deux qu'à la fin, par exemple, quand vous nous envoyez des messages par rapport à vos réactions, on n'était plus du tout dans cet esprit-là, quoi. Je sais pas pour toi, Guillaume, mais après, faut dire que l'avance qu'on avait sur les épisodes, ça m'a bien arrangé pour me mettre dans le bain pendant ma vie professionnelle. Ça m'a arrangé à pouvoir me focus sur autre chose que le trône de fer.
Donc d'un côté, pour moi, c'était quand même un côté plutôt positif, mais après c'est vrai que on était totalement en décalage, quoi. Les commentaires qu'on recevait, je savais plus quoi en faire. Non, c'est vrai qu'il y a des m'envoyait moments mon truc. on avait 40 chapitres d'avance sur ce que vous nous disiez, quoi. Donc c'était pas très agréable. Donc du coup là, on va vraiment revenir à un rythme où on sera totalement en accord entre le moment où on enregistre l'épisode et les moments où on les sort. Et je crois qu'on va plus du tout changer de format. Après, c'est pas impossible que des épisodes sortent plutôt toutes les 2 semaines ou ça dépendra vraiment de comment on arrive à gérer le temps, quoi. Alors moi, j'avais pensé à différents changements pendant ce laps de temps. J'en avais parlé à Guillaume aussi, mais du coup, tout ça se fera pas. Typiquement du style, tu sais, je t'en avais parlé, enregistrer les épisodes en live sur Twitch ou YouTube. Mais bon, c'est assez galère après, au niveau du montage. On n'arrivera jamais à être à l'heure au rendez-vous. Non, mais c'est pas du tout une question de flemme ou quoi. C'est juste que, enfin, pour l'instant, moi, c'est techniquement impossible. Je peux pas prévoir mes horaires. Je peux finir à 21h comme à 22h. C'est impossible. C'est impossible à prévoir. Voilà. Après, j'avais prévu aussi d'enregistrer parce que nous, quand on enregistre là, par exemple, c'est en facecam, donc d'enregistrer les facecam qu'on fait, de sortir des vidéos avec soit des illustrations, soit nos gueules. Mais pareil, en fait, au niveau du montage, ça prendrait beaucoup de temps, trop de temps. Et ce temps, j'ai pas trop envie de le consacrer juste à monter des épisodes, quoi. Mais donc, tu l'as précisé, Guillaume. Du coup, à partir de maintenant, le rythme des épisodes, ça sera variable. Au minimum, enfin, ça dépendra d'à quel point on est disponible. Et je pense qu'au grand maximum, même si on est disponible tous les deux, ce sera 6 dans le mois. Parce que, en fonction du nombre d'épisodes qu'on enregistre à chaque fois qu'on est ensemble, plus du rythme de sortie, au maximum, ce sera 6, mais au minimum, on va dire, il pourrait y en avoir un ou deux qui sortiraient dans le mois, quoi. Donc, très variable à partir de maintenant. Concernant la série, tu sais, House of the Dragon, on va pas l'évoquer dans le podcast. Faudra aller chercher d'autres youtubeurs ou podcasteurs parce que comme tu l'as dit, pas le temps, et puis c'est pas du tout notre but, même si je suppose que toi comme on va la suivre, ce sera assez cool, surtout la série House of the Dragon, la série Le Seigneur des Anneaux, comme des grands événements de la rentrée là. Mais voilà, on va pas à la limite parler du livre Feu et Sang sur lequel la série est prévue. C'est prévu dans le podcast, mais bon, comme il est sorti après le 5e tome, on a encore un sacré paquet de temps avant d'y arriver. Et d'autres surprises sont ouais, Guillaume. Non, t'as raison, c'est tout ce que je disais. Et il y a d'autres surprises qui sont prévues, mais bon, chaque chose en temps et en heure. Et avant de commencer cet épisode, je voulais remercier tous ceux qui nous écrivent des commentaires, ceux qui nous envoient des mails, des messages sur Facebook et Twitter. C'est assez cool de pouvoir vous découvrir, donc ouais, merci à vous tous. Et on est parti pour le chapitre 7, soit le premier chapitre du meilleur personnage POV de ce début de saga. C'est vrai qu'il est pas mal. Il est pas mal celui-là. Donc vas-y Guillaume, je te laisse faire le résumé. Alors, bon, je pense qu'on est parti. On retourne dans les bonnes vieilles habitudes. Donc, dans ce chapitre, en fait, on va retrouver Catelyn à Vivzeg qui assiste à une audience de Robb qui est fraîchement élu roi du Nord et qui va missionner son otage Cléos Frey qui avait prêté allégeance à la maison Lannister de faire parvenir à Cersei les conditions pour établir la paix entre le royaume du Nord et le reste des 7 couronnes. S'ensuit une discussion entre Catelyn et Robb concernant les termes de ces conditions, qui sont jugées très rudes par Catelyn, et de plus, une dispute va se créer autour de Theon, qui sera chargé par Robb d'aller rallier les îles de Fer à la cause nordienne, ce que Catelyn juge totalement déraisonnable. Et à la fin, enfin, Catelyn retrouvera Brynden Tully, son oncle, qui viendra lui informer que Tywin se trouve à Harrenhal, et que son frère Stafford Lannister forme une armée à Castle Rock. Et pour le coup, il semble devenir nécessaire pour Catelyn d'aller se rallier à Lord Renly pour vaincre les Lannister. Merci Guillaume pour ton résumé. Assez long d'ailleurs, mais pour un assez long chapitre. Alors je sais pas si je t'avais dit, mais je crois que ce chapitre, c'est le chapitre depuis le début de la saga où j'ai écrit le plus de pages de notes. C'est vrai ? Ouais. En tout cas, la première phrase déjà, c'est une masterclass. C'est une masterclass.
Donc je la répète parce que c'est peut-être que ouais, ceux qui ont écouté le dernier épisode savent de quoi il s'agit. Et ouais, avec Guillaume, je l'avais répété. On l'avait répété ensemble du coup en septembre dernier. Mais ouais, elle avait l'impression qu'à peine forgée, la couronne accablait Rob. Et c'est sur cette phrase qui, n'en déplaise à Guillaume, respire de la beauté, le talent d'écriture et le talent de traduction, surtout, que nous reprenons la saga du Trône de Fer après pratiquement un an de pause. Et quel plaisir de retrouver A Clash of Kings avec le meilleur personnage de cette saga pour l'instant, Catelyn, Catelyn mon amour. Alors j'adore cette phrase parce que à elle seule, je trouve qu'elle résume le chapitre, elle résume les sentiments de Catelyn, et même la tournure de phrase à l'actif rend le poids de la couronne encore plus accablant. C'est-à-dire que c'est la couronne qui accable Rob et non Rob qui est accablé par la couronne. Je vais m'arrêter ici parce que je pourrais parler sans discontinuer pendant 10 minutes de cette Incipit, mais on va essayer de faire assez rapidement. Pour faire un petit rappel, dans le dernier chapitre de Catelyn, Rob, après un conseil avec ses différents vassaux, la maison Tully et les vassaux Tully, au sein de la forteresse de Vivzeg, s'était déclaré roi du Nord. Donc Guillaume, je te laisse faire le cri de guerre. The King in the North. King in the North. Et ils ont vraiment un accent lillois, tu vois. Un accent vraiment des contrées reculées de Grande-Bretagne. Oh, putain, on va se faire des ennemis à Roubaix, toi. C'est genre les Irlandais un peu, les Irlandais pour le King in the North. King in the North. Ouais. On apprend au début de ce chapitre, donc, qu'une couronne avait été forgée en cet honneur. Auparavant, il y avait bien une antique couronne appartenant au roi du Nord, mais celle-ci avait disparu le jour où Torrhen Stark avait ployé le genou devant Aegon le Conquérant. Personne ne savait ce qui était arrivé à la couronne après ce jour. Heureusement, grâce au savoir-faire du forgeron de Lord Oster Tully, le sire de Vivzeg, et à la description des anciens contes, on en avait répliqué une qui était, à ce qu'on lit, aussi fidèle que possible. Alors, à partir de ce tome, moi je vais vous demander à vous les auditeurs de nous aider parce que personnellement j'ai du mal à tout replacer avec la série. Et je pense que même que Guillaume, parce que tu l'as revisionné au moment où on débutait le podcast, la série, ouais, tu la connais plus que moi, je pense, actuellement. Oula. La série en elle-même, je dirais que tout, au moment où, par exemple, certaines choses sont dites, par quel personnage, etc. Que je verrai un peu mieux les scènes dans ma tête. Ouais. Mm-hmm. Et du coup, par rapport à cette couronne, je crois pas qu'on ait vu la couronne des Stark apparaître dans la série. Du moins pour ce passage, parce que je sais que dans les scènes de fin de série, de fin de la série de Game of Thrones, il y en a une, couronne du Nord, tu sais, avec Sansa. Je me rappelle son dernier plan là sur son trône, mais j'ai pas le souvenir d'une couronne du Nord dans les premières saisons. Alors là, pour le coup... Parce que, après, je sais que, tu sais, l'affiche de la deuxième saison de Game of Thrones, c'est une couronne. Et c'est même cette affiche qui est utilisée pour la couverture du tome 2, de l'intégrale 2 du Trône de Fer maintenant. Mais je sais pas s'il s'agit de la couronne des Rois du Nord. Tu sais, c'est une couverture orange avec une couronne qui est portée... Ouais. Non, mais pour le coup, je suis pas capable de te dire, là. J'essaie de me rappeler, mais c'est vrai que je serais peut-être en train de créer des faux souvenirs en essayant de... Non, je peux pas te dire. Okay. En tout cas, on sent que Rob n'est pas tout à fait à l'aise à l'idée de porter cette couronne, surtout qu'on le voit la replacer à de nombreuses reprises sur sa tête, et c'est confirmé par Catelyn avec ses pensées. Il n'est pas facile de porter une couronne, surtout lorsqu'on n'a que 15 ans. Et c'est vrai que bon, pour encore rebondir sur la série, Rob, il est très jeune dans les livres, 15 ans, et c'est vraiment peu, alors que dans la série, c'est déjà un gaillard confirmé, quoi. Ouais. Ouais, il est dans la vie active, quoi. Ouais, c'est-à-dire que il a déjà un CDI, il a déjà son prêt, c'est pas le même que dans les livres. C'est pas... Ouais, là, il va pas passer le brevet des collèges, quoi. Et ouais, Catelyn me remarque même que sa voix, c'est pas celle d'un gamin de 15 ans, hein, qu'il a dû prendre un peu de maturité rapidement depuis le début de la guerre et la mort de Ned, son père. Donc dans la première scène du chapitre, un prisonnier est amené devant Rob.
Ce prisonnier est amené par un certain Robin Raiger, capitaine de la garde de Tully. Alors c'est la première fois qu'on le rencontre dans la saga, même s'il était déjà cité dans les appendices de Game of Thrones en tant que capitaine de la garde de Tully, et que la famille Raiger était citée au moment où Catelyn, tu sais, croise Tyrion à l'auberge du Carrefour, et qu'elle aperçoit toutes les familles qui sont fidèles au Tully. D'accord. Et tu sais, il y a un truc genre, D'accord. oui, vous les frères, vous êtes fidèles au Tully, non? Etc., 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 pour ensuite capturer Tyrion. Mhm. Robb reçut le prisonnier avec son épée, la garde en avant et la posait nue à travers ses genoux, à la vue de tous. Cette épée est amenée par un certain Oliver Frey, l'écuyer de Robb, qu'on avait déjà aperçu dans le premier tome au moment de la bataille du Beau Murmure. Donc Guillaume, est-ce que rapidement tu peux rappeler à nos auditeurs pourquoi Oliver Frey est l'écuyer de Robb? C'était l'une des conditions pour faciliter le passage. Alors, je sais plus sur quelle rivière exactement du Trident, mais en gros, pour une question stratégique, il fallait passer par les deux tours jumelles là, les jumeaux. Et pour ouvrir le passage, Kathleen a dû négocier plusieurs termes plus ou moins rudes pour l'armée de Robb. Donc parmi ces termes, il y a Robb qui doit épouser une des filles des descendantes de Walder Frey, et aussi un de ses fils ou petits-fils qui doit être son écuyer. Exactement. Et d'autres choses encore. Le prisonnier qui était amené devant Robb se nommait Cléos Frey. Et alors, pour situer Cléos Frey, on va se plonger dans les appendices, mais aussi avec l'aide du chapitre, bien sûr, et de nos connaissances. Donc, Cléos Frey, c'est le fils d'Aemon Frey et de Jaina Lannister. Alors, je vais pas rentrer dans les détails de l'arbre généalogique Frey, mais il faut juste savoir que Aemon Frey, donc le père de Cléos Frey, c'est le deuxième fils de Lord Walder Frey, le sire des jumeaux. Donc ce Aemon Frey, il possède une place assez importante dans la hiérarchie, même s'il passe donc après le premier fils de Lord Walder Frey, ses enfants et ses petits-enfants. Et donc Aemon Frey, il est marié à Jaina Lannister, la sœur unique de Tywin. Donc d'après... c'est la sœur unique de Tywin d'après les appendices et pour ce qu'on a vu dans la saga pour l'instant. Et on savait déjà que Cléos Frey avait été capturé, car après la bataille du Beau Murmure, on a Theon Greyjoy qui se vante que 2 des fils de la sœur de Tywin ont été capturés. Et d'après les appendices, effectivement, Jaina Lannister a 2 fils, Cléos Frey et Tion Frey. Donc j'ai pas écouté l'épisode, mais je sais que j'avais écrit leurs prénoms dans mes notes au niveau de ce chapitre, donc sûrement qu'on les a cités à ce moment-là. Catelyn trouvait que Cléos Frey n'avait rien de Lannister, leurs caractéristiques étant la blondeur et les prunelles vertes. Cléos Frey avait beaucoup plus hérité des Frey. Il n'était d'ailleurs pas seulement effrayé par les pénues de Robb Stark, mais aussi par son loup, Vangry, qui avait largement grossi et, nous dit-on, faisait à présent la taille d'un limier chassant les Orégnacs. Et plus que sa taille, le souvenir de Vangry massacrant plusieurs hommes durant la bataille du Beau Murmure n'était pas là pour le rassurer. Bon, c'est vrai que quand t'as des rumeurs de bataille disant que t'as un loup qui est capable de décimer plein d'hommes comme ça, t'étais pas sur tes appuis, quoi. Non, mais c'est sûr que quand tu vois, je sais pas, t'as un côté, tu vois une mort brutale, tu vois la mort brutale de tes frères d'armes là, comme ça, en train de se faire arracher la carotide par une énorme bête que t'as jamais vue de ta vie. Tu fais ah ouais, enfin, genre ça te dissuade de malade, ça te dissuade de malade. T'es En mal. fait, tu dis que l'emblème des Lannister, c'est un lion, quoi. Donc, Ouais. t'amènes un lion sur le terrain, sur le champ de bataille et tout. Je veux dire, un lion contre un loup et tout, c'est pas gagné d'avance, hein. On n'est pas sur des loups, on est sur des sombres loups. Ouais, des sombres loups, c'est vrai. Lord John Humble, le premier à avoir proclamé Robb roi du Nord, était aussi présent dans la salle. On se rappelle qu'il est nommé ainsi en raison de sa taille et de sa corpulence, son vrai nom étant simplement John Humble. Vraiment des bâtards, hein. Lord John Humble. On s'est dit, Ah ouais. Ils l'ont pas respecté. Il était, d'après ses dires, le plus loyal des badrés de Robb, même si l'on se souvient de cet incident du premier tome, où après avoir lancé un défi à Robb, il s'était fait arracher 2 doigts par Vangry.
Robb avait fait venir Cléosrey afin que celui-ci serve de messager auprès de sa cousine, la reine-mère Cersei Lannister. Robb voudrait une offre de paix, et à cette mention, le lord de Rickard Karstark prit la porte. Alors pour situer le contexte, on se rappelle que Lord Rickard Karstark était venu en guerre accompagné de ses 3 fils, de Leno cadet, Arion, Eddard et Torren Karstark. Malheureusement pour lui, ses fils ont tous 3 connu un sort tragique. Arion, son aîné, fut capturé par les Lannister à la bataille de la Verfurque, et on n'a pas eu de nouvelles de lui depuis. Et Eddard et Torren furent eux tués au cours de la bataille du Bois Murmure. Donc c'est donc compréhensible que Rickard Karstark puisse avoir cette réaction. Ouais, pour lui, il a pas envie d'entendre parler de paix ou de quoi que ce soit. Pour lui, il veut une guerre totale, il a plus rien à perdre, quoi. Il a perdu ce qu'il avait de plus précieux. Il a encore l'aîné, Arion, qui est... bon, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles, mais ouais, c'est vrai qu'on n'a pourrait pas de être nouvelles, vivant. mais moi, il a la haine de ouf, quoi. Il a la... Ouais, il a la haine. Concernant l'offre de paix de Robb, les conditions qu'il a posées sont une vaste blague. La reine Cersei devrait relâcher ses sœurs en répondant que les fiançailles de Sansa et de Joffrey. Pour le rappeler, Cersei n'a dit à personne que Arya s'était enfuie, donc ni Tywin et ni Robb ne sont au courant que la reine ne la possède plus. Cersei doit aussi rendre les restes de Ned Stark afin qu'ils puissent reposer dans les cryptes de Winterfell, de même que tous les gens de la maisonnée morts à Port-Réal. En dernier lieu, Glace, l'épée en acier valérien de la famille Stark, devait leur être restituée. C'est vrai qu'on n'a aucune idée de ce qui est arrivé à Glace après la décapitation de Eddard, non l'épée antique de la famille Stark. Ouais, c'est sûr que elle a servi à le décapiter, comme on l'a dit, et après, aucune nouvelle, quoi. Silence radio. En contrepartie, Robb leur rendra les cousins de Cersei, donc Cléos Frey et son jeune frère Tion Frey, ainsi que Willem Lannister, qui est le fils de Kevan Lannister, le premier frère de Tywin Lannister. Alors, on avait déjà rencontré Kevan Lannister dans les ultimes chapitres de Tyrion, de Game of Thrones. Ça me dit quelque chose, ouais. Il accompagnait Tywin au conseil de guerre. Ouais, et dans une tente, je me souviens très bien. D'ailleurs, Lancel Lannister, un des écuyers de feu Robert Baratheon, rencontré au cours du premier tome, est son fils. Donc Willem Lannister que Robb voudrait faire relâcher est le petit frère de Lancel Lannister qu'on a rencontré lors du premier tome. Lancel qui est celui qui a été chargé de bourrer la gueule à Robert. À Robert, si je ne m'abuse, pendant sa partie de chasse. Exactement. En dernier lieu, Robb voudrait que Tywin relâche tous les prisonniers de la bataille de la Verfurque en échange de tous les prisonniers que Robb a fait lors de la bataille du Bois Murmure, excepté du régicide Jaime Lannister. Et bien sûr, Robb informe également Cersei que le Nord est désormais un royaume libre et indépendant, comme par le passé. Mais bon, ça, c'est le pompon sur la Garonne. Tu vois les... non, mais tu vois les exigences de Robb. Mais là, il a gueule, ouais. Non, mais en plus, c'est plus que le Nord, parce qu'il dépasse largement le Neck. Je crois qu'il y a de la dent d'or jusqu'à la montagne de la Lune, c'est bien plus que le Nord. C'est en dessous du Neck dont il parle. C'est même tous les territoires. C'est tout le territoire Tully aussi. C'est pas que le territoire Stark, quoi. Voilà, donc vous nous retrouvez. Petite pause parce que comme un con, j'avais oublié de relancer l'enregistrement pour la deuxième partie. Donc là, les 10 prochaines minutes, on vient de le dire, mais bon, on va essayer d'être assez spontané et naturel. Bon, on n'est pas obligé de leur mentionner. On va essayer. Allez, on reprend comme si... Donc on en était là où je disais que Robb demande un peu plus que le Nord, quoi. Ouais, mais c'est vrai que t'as raison, c'est assez logique que en fait, même si je veux dire Robb et le Nord prend son indépendance, que les Tully et donc Vivzeg et les terres, comment ça s'appelle, les terres riveraines vont pas repasser sous la Lannister. Les conflans. C'est évident, quoi. Genre tu peux pas laisser tes alliés livrés au joug
enfin des personnes que tu viens d'affronter, quoi. Ils vont se faire bolosser, persécuter, discriminer. Enfin, c'est évident. Il faut qu'ils prennent soit eux aussi leur indépendance, soit qu'ils rejoignent ton royaume à toi. Donc Ouais. oui, donc en fait, ce que demande Rob, c'est bien plus que 50% du royaume, parce que le territoire du Nord, c'est déjà 50% du royaume, mais il y a plus encore. Donc ça leur laisse quoi aux 7 couronnes? Ça leur laisse Bah, le ça leur enlève 2 couronnes sur 7. ouais, mais ça leur laisse la treille. Enfin, ça... En plus, on Non, apprend plus tard dans le le chapitre bief, ouais. le Bief, ça leur laisse les territoires Lannister, Port-Réal. Dorne, on sait déjà qu'ils sont plus ou moins indépendants. Et, les îles de fer, t'as Rob qui est déjà en train de discuter pour dire bah il peut reprendre sa couronne s'il veut, donc il perd bien plus que 50% quoi, en termes de territoire et en termes d'allégeance. Enfin, c'est les termes, ils sont impossibles à accepter quoi. Donc les frontières de la nouvelle carte auraient été tracées par un certain Maître Viman, dont on avait entendu le nom dans le premier tome. C'est Oster Sully, qui, on le sait, est gravement malade, et donc il dort toute la journée grâce aux potions de Maître Viman. Ce maître apparaît également dans les appendices de AGOT et de Clash of Kings comme le maître, conseiller et tuteur de Vivzeg. À la fin de l'audience, une conversation s'ensuit entre Robb, Kathleen et son petit frère Edmure Tully. Malgré les paroles de Robb, on sent qu'il y a des tensions dans le camp Stark et des Tully par rapport à cette offre de paix, preuve par exemple avec le départ de Rickard Karstark. Mm-hmm. Ouais. Malgré ça, les Lannister continuent d'infester les domaines du Trident et les Stark n'avaient pas les forces suffisantes à présent pour marcher sur Harrenhal, là où est installé Tywin Lannister. Donc du coup, juste par rapport, alors même s'il y a des tensions par rapport à cette offre de paix, on voit bien que cette offre de paix, c'est n'importe quoi. Oui. C'est du pipeau. Enfin, je veux dire, enfin, on vient de le dire, déjà, la séparation du royaume des 7 couronnes, elle est totalement en défaveur de la couronne actuelle. Mais bon, en plus, le fait qu'il garde Jaime Lannister et qu'il ne souhaite pas le libérer, bon. Ouais, c'est le seul truc, peut-être le seul point faible de Cersei sur ce point. C'est jouer sur sa corde sensible, c'est-à-dire Jaime. Ils sont même pas en train de jouer là-dessus, donc c'est peine perdue, quoi. Le reste, les 10 cousins Lannister, on sait pertinemment comment on commence à connaître Cersei qu'elle en a strictement rien à foutre, c'est sûr. Ouais. Donc Après, voilà. est-ce que eux ils le savent est-ce que eux ils savent que tu vois que Jaime est autant important à Cersei que ça? Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'ils savent à quel point, mais ils savent quand même que c'est des jumeaux, qu'ils ont eu toujours vécu ensemble. C'est pas pareil que les cousins, quoi. Hmm. Pour revenir à Tywin Lannister à Harrenhal, on se souvient dans le dernier chapitre de Tyrion de AGOT qu'il avait décidé de s'installer là-bas. C'était parce que Robb avait donné la permission aux seigneurs riverains de défendre leurs terres sur les insistances de Edmure Tully. Et c'est intéressant, cette formulation. On dit que c'est Robb qui a donné la permission aux seigneurs riverains de partir. Alors que, normalement, il a aucun droit sur eux. J'ai checké dans le tome 2 en VO pour savoir si c'était vraiment le sens de la phrase. Et oui. Parce que au cas où, dès qu'il y a une formulation un peu étrange, je check sur la VO. Et on avait déjà eu une formulation un peu étrange dans le dernier chapitre de Kathleen, où les seigneurs riverains criaient, au même titre que les seigneurs du Nord, le roi du Nord. Donc j'avais dit à ce moment-là, je me rappelle que c'était un peu chelou que les seigneurs riverains, enfin je veux dire, acclament Robb de cette façon, parce que bah, ils ont aucun lien entre eux, quoi. Donc pourquoi je sais pas, les seigneurs t'as l'impression que Robb, vraiment, il a pris la seigneurie sur les vassaux Tully, quoi. Bon, il a quand même été désigné plus ou moins le seigneur de guerre voilà, de la guerre actuelle, mais après, on a l'impression qu'ils sont aussi eux-mêmes en manque de leader. De leader. Oster Tully, depuis le début de la saga, il a strictement rien fait. Il est pas en état, il est malade, on le sait. Et Edmure semble quand même manquer de charisme et ne pas avoir les épaules non plus pour prendre la direction du conflant, et encore moins en temps de guerre. Vu comment on a déjà vu comment Kathleen s'adresse à Edmure, ça semble pas à gagner quoi. Hmm. Ouais, parce que Kathleen, elle s'adresse de façon assez hautaine à Edmure,
Et limite, c'est pas que c'est limite, c'est elle le voit comme un gogol, quoi. Genre en mode, mais t'es con. Tu sais, vraiment, il y a un truc où elle dit, mais il est stupide. Pourquoi je l'écoute, quoi. Enfin, son avis, il a aucune importance. En tout cas, du point de vue de Kathleen. Et pendant que j'écrivais ce chapitre, il y a un élément assez marquant qui m'est apparu. Donc, je faisais quelques recherches dans les appendices sur les Tully, et quelle ne fut ma surprise quand j'ai remarqué que la maison Tully n'avait pas de paragraphe à elle dans les appendices de Aseoka. C'est-à-dire qu'elle est englobée dans le paragraphe du roi du Nord de Robb Stark. Au contraire de AGOT où la maison Tully elle a son propre paragraphe. Donc on sent vraiment que les Tully ils ont été phagocytés par les Stark. Il a dit phagocyté. Non mais c'est vrai parce que c'est à la limite on voit ça d'un point de vue informel par rapport au texte, mais là c'est vraiment dans les appendices, les Tully ils sont sous la coupe du roi du Nord quoi. Ouais. Mark Piper et Carl Vance s'étaient retirés sur leur terre. Alors, on avait déjà parlé de ces deux seigneurs riverains pas mal dans AGOT, parce qu'ils étaient venus à la capitale plaider leur cause à Eddard, au moment où la montagne faisait des ravages dans le Trident, et aussi parce qu'il est dit que Mark Piper est l'ami intime d'Edmure Tully. Jonas Bracken devait lui regagner sa coquille brûlée de château. Alors, on avait appris dans un des chapitres de Tyrion de AGOT que la forteresse de son fief, la Haie-Pierre, avait été incendiée par Gregor Clegane. Gregor Clegane, il a fait vraiment du sale, hein. La montagne, là, le conflant et tout, c'est son domaine, là. Ouais, il a tout réduit en cendres. Il a violé toutes les femmes des conflans. On connaît le nom. Ouais, il a tout fait, quoi. Jason Mallister, le lord de Salvamer, voulait lui regagner ses terres de Salvamer, pourtant épargnées par la guerre. Alors, pour situer Salvamer, c'est vraiment au nord du conflant, donc c'est assez normal que le fief ait été épargné par la guerre. Lors de la conversation avec Kathleen, on comprend pourquoi Jaime n'est pas dans les plans d'échange de l'offre de paix, car beaucoup des vassaux de Robb ne le permettraient pas. Mais pour Kathleen, c'est un prix à payer pour retrouver Sansa et Arya. Et encore une fois, on sent que Kathleen aime ses enfants, et c'est limite si elle a pas un côté égoïste. Moi, je trouve ça dur de la traiter d'égoïste. Certes, elle agit pas dans l'intérêt commun. Elle agit pas dans l'intérêt commun. C'est sûr que Jaime est vraiment un otage de Mark qui permettrait d'obtenir beaucoup de choses. Et si c'est pour l'obtenir juste pour Sansa et Arya, certes, ça veut dire beaucoup pour Kathleen, mais pour l'intérêt commun, c'est pas énorme. Mais bon, après, est-ce que toutes les mères de ce monde ne feraient pas pareil pour leurs enfants La question, elle est vite répondue. Un prix qu'on ne pouvait pas payer pour Robb en tout cas, car malgré toute la peine que ça lui faisait, Arya et Sansa n'étaient que des filles. On en avait déjà parlé, mais c'est vrai que bon, la situation des femmes dans le trône de fer... Et pas ouf. Pas ouf. C'est... pas ouf. Vraiment pas ouf. Et dans cette situation précise, par exemple, on sent que même comme monnaie d'échange, les femmes ne valent pas grand-chose. Et encore plus des petites filles. Quoique, des petites filles, ça peut servir pour le mariage. Ouais, donc, exactement. Ça fait des allégeances, quoi. Ouais, ça fait des alliances, ouais. On sent dans la suite de leur conversation que Robb enjoint sa mère Kathleen à quitter le château. Il l'invite à séjourner aux jumeaux, à retourner à Winterfell, bref, partout où elle ne sera pas avisée dans sa compagnie. Mais Kathleen refuse net, argumentant que son père, Lord Ostertully, n'a plus beaucoup de temps à vivre, et que dans ce cas, elle resterait auprès de lui à Vivzek. Et bon, c'est assez évident que Robb il veut prendre son indépendance, et que la présence de Kathleen lui impose une certaine pression. Oui. Comme on l'a dit, hein, bon, Robb il a que 15 ans, et bon, c'est vrai que quand ta daronne elle est là à surveiller toutes tes décisions, et surtout des décisions de guerre, des décisions assez importantes, et qu'elle milite pour sauver ta famille, je veux dire, ça doit pas être ouf de l'avoir toujours à ses côtés, quoi. Oui, ouais, c'est sûr. Après, parfois, Kathleen, elle est capable de faire des choix pertinents. Elle est capable de négocier avec plusieurs personnes. Elle a quand même bien aidé pour Frey, et donc on lui doit en partie quand même le succès du Bois au Murmure. Mais après, c'est sûr que quand elle essaye d'influencer, quand ses émotions prennent le dessus, elle devient aussi nocif pour Robb, quoi. En tout cas, dans ce qui est, peut-être c'est un soutien moral
qui inestimable, mais après en termes de choix de guerre, stratégie, parfois elle est pas impartiale quoi, elle est influencée par ses émotions. Alors, c'est beau ce que tu dis. D'ailleurs, lors des propositions de destination de Robb, on apprend que Theon Greyjoy, l'ancien pupille de Ned Stark, doit en premier lieu gagner Salvamer avec les Mallister pour escorter des captifs avant de rejoindre les îles de Fer, sûrement pour les convaincre de se joindre à la cause de Robb Stark et du Nord. Alors bon, du coup, par simple ajout, hein, du coup, c'est les Greyjoy qui règnent actuellement sur les îles de Fer. Et on se souvient que Robert et Eddard s'étaient alliés il y a 9 ans de cela pour mater la rébellion de Balon Greyjoy, le seigneur actuel des îles de Fer et le père de Théon. Cette rébellion avait abouti au siège de Pike et Stark et Baratheon en étaient sortis vainqueurs. À l'issue de cette rébellion, comme punition, Eddard prit Théon comme otage et pupille. C'est pour cela que Théon peut avoir un lien privilégié avec les seigneurs actuels des îles de Fer, son père, afin de les faire joindre à leur cause. Et en regardant les appendices de la GOT, on sait par ailleurs que c'est le seul fils vivant de Balon Greyjoy. Les grands frères de Théon furent tués durant ce siège de Pike. Mais on reviendra sur l'arbre généalogique des Greyjoy quand ce sera un peu plus pertinent. Catelyn n'est pas de cet avis. Elle préférait voir n'importe qui d'autre partir à Pike afin d'obtenir un arrangement avec Balon Greyjoy. Il fallait pour Catelyn garder Théon en otage afin d'avoir un levier sur Balon Greyjoy. On ne pouvait lui faire confiance. Un qui trahit une fois, trahit plusieurs fois, selon elle. Non mais là c'est sûr, c'est sûr que ça crie ça pue la crise d'allégeance quoi, la crise de loyauté. Il va retrouver sur ses terres, il va retrouver ses racines et tout, il va être divisé en là c'est même pas du spoil, c'est évident quoi. Il va être divisé entre ses racines à lui, ses origines et là où il a été élevé, ses frères d'armes, Robb, tout ça. Balon Greyjoy, on sait déjà que tu disais tout à l'heure que Catelyn elle avait un avis pertinent et par exemple dans le tome 1 elle avait un avis pertinent sur Walder Frey. Elle avait totalement raison sur son comportement et je veux dire ses envies. Donc on sent que Balon Greyjoy, si Catelyn elle le sent pas, c'est qu'il faut pas le sentir quoi. Oui, et après on connaît l'histoire de Balon Greyjoy. Il est clairement soumis aux 7 couronnes. Il y est complètement soumis contre son gré. C'est parce qu'il a perdu. Il s'est mangé une hagra et en plus il perd son fils dans l'eau. Son fils il va faire une crise de loyauté. On le sent très bien venir. Là clairement, Catelyn pour le coup, elle est en train de donner des conseils plutôt avisés à Robb. Donc encore Catelyn, elle revient encore dans ce chapitre comme quelqu'un qui une fois que le facteur émotionnel est pris et mis de côté et qu'on parle pas de ses filles, clairement elle donne des conseils très très pertinents quoi. Ouais, c'est une fois qu'il est question de ses filles ou de ses enfants. Une fois que tu mets de côté vraiment ses émotions et tout et que elle est capable de raisonner en pleine impartialité, en pleine objectivité, elle devient extrêmement pertinente et une conseillère vraiment que t'as envie d'avoir à tes côtés quand tu diriges, surtout à 15 ans quoi. Mais c'est vrai que par exemple l'erreur du poignard, le fait d'avoir capturé Tyrion, etc., c'était parce que elle avait encore le ressentiment de l'assassinat de la tentative d'assassinat de Bran quoi. C'est encore ses émotions. C'est encore ses émotions qu'elle fait des trucs stupides. C'est toujours lié à ses enfants en général, vraiment son instinct maternel et son impossibilité de modérer ses propos ou ses actes vis-à-vis de ses enfants. Ça a l'air d'être systématique chez elle. Et c'est ce qui la rend aussi touchante, parce que si c'était une femme totalement impartiale tout le temps en permanence, peut-être qu'elle aurait moins de relief et que ça la rendrait moins attachante. Mais le côté elle nous saoule parfois à faire ça, mais en soi c'est ce qui donne de la profondeur au personnage, c'est cet instinct maternel. Et on reconnaît tous un peu notre maman là-dedans, et ça la rend très très touchante comme perso. Non mais c'est vrai, ça la rend très touchante comme perso. Je suis d'accord avec toi. C'est le personnage qui me touche le plus d'ailleurs, mais je pense que les auditeurs l'ont compris. Mais c'était Robb qui choisissait, et il avait choisi Théon. Fin de la conversation. Catelyn, à la suite de cet échange, s'en va voir son père et demande à Edmure de l'accompagner, mais celui-ci préfère aller voir les nouveaux archers
qu'entraîne un certain Sir Desmond. Alors Sir Desmond, il est présent dans les appendices de Ageoté et Ahsoka. Il s'agit du maître d'armes de Vivzeg. Mais j'adore les pensées de Kathleen à ce moment-là, quand elle se dit qu'Edmure eût mieux aimé se battre que d'affronter la chambre du mourant. Et bon, c'est vrai que ça peut être assez, enfin, plus facile en tout cas, pour certaines personnes de combattre des violences physiques que des violences psychologiques. Et Edmure Tully a l'air de faire partie de cette engeance-là. Tu sens il est fragile psychologiquement, Edmure. Bah, d'où le fait que je pense qu'il a pas les épaules pour diriger là en ce moment Vivzeg et tous les seigneurs riverains, quoi. Ouais, il a un peu je sais pas, il a un peu un complexe d'infériorité quelque part. Je sais pas, il a l'air d'avoir eu une enfance un peu, d'avoir été un peu mis de côté quelque part. C'est bizarre. Hmm. Kathleen, pour se rendre chez son père, passe par le bois sacré, et on y apprend qu'à Vivzeg aussi, un corbeau blanc est venu de la citadelle afin d'annoncer un changement de saison. On passait de l'été à l'automne. Donc le même genre de corbeau blanc qui était arrivé à Père Dragon, de ce qu'on avait appris dans le prélude. Ceux-ci étaient, rappelle-t-on, plus grands, plus intelligents que leurs congénères et étaient utilisés pour porter des messages essentiels. Kathleen trouva dans sa chambre le silure, Brynden Tully, le frère de Lord Auster Tully. Il était, à présent, le chef des éclaireurs et des estafettes de Robb. Nous l'avions rencontré dans le premier tome, car il était, dans Game of Thrones, gardien des portes de la Lune au niveau des terres des Arines, dans le Val, et à la suite de la venue de Kathleen et au départ de Tyrion, il avait choisi de s'engager avec les Stark et d'accompagner Kathleen, vu que son autre nièce, Lysa Arryn, refusait de s'engager avec les Stark pour la guerre à venir. Tous deux évoquent d'abord la ressemblance de Kathleen avec sa mère, qui ne l'a très peu connue. Que très peu connue, pardon. En effet, il est dit dans les appendices de Game of Thrones que la mère de Kathleen est morte en couche, sûrement au moment de la naissance d'Edmure Tully. On dirait qu'Edmure Tully, on vient de cracher lui, mais en plus, ouf, si en plus c'est lui qui a assassiné sa mère, pas de bol. Les mots sont durs. Ça lui fait un point commun avec Tyrion. Mhm, exactement. Et nous entrons dans le moment comète du chapitre. Alors, dans les épisodes précédents, j'ai dit que j'avais créé un jingle que j'ai eu la flemme de faire et du coup, que je créerai jamais. Mais du coup, vous êtes dans l'ambiance. Le Lord John Humble affirmait que les anciens dieux avaient envoyé la comète en faveur d'Eddard comme pavillon rouge de la vengeance. Et Tully, lui, y voit une victoire de Vivzeg, qu'elle lui aperçoit un poisson dont la longue queue porte les couleurs Tully, rouge sur bleu. Pour Brynden Tully, cette comète a la couleur du sang, de la guerre. Bref, comme Guillaume l'a dit, tout le monde y fait un peu son interprétation, et le plus crédible qu'on ait eu pour l'instant, c'est celle de vieille Nan à Winterfell, qui l'interprétait comme ayant un lien avec les dragons, et de Osha la Sauvageonne qui évoquait les mots des Targaryens, feu et sang. C'est ceux qu'on a le plus envie de. C'est un peu ceux qu'on a le plus envie. Est-ce que nous aussi, on n'y voit pas aussi notre propre interprétation et on n'est pas en train de faire notre marché, tu vois, dans le truc, on dit ça me plaît, tu vois. Et, Peut-être. tu En tout vois, cas, c'est les peut-être seuls c'est un qui peu tapent ça. juste pour l'instant. Alors qu'en fait, c'est juste une. Bah, c'est juste. Ouais, c'est juste une comète rouge, genre. C'est juste une comète, c'est juste une météorite qui est en train de passer et ça a rien à voir avec tout ça. C'est juste, même nous, on tombe dans le panneau, tu vois, comme un peu, on est un peu comme eux au final. On est en train de, nous aussi, on a envie de faire notre interprétation parce que au final, il y a aucune explication officielle qui nous est livrée. Tout le monde y voit son propre truc. Nous, on se dit ouais, mais c'est parce que nous, on a une vision un petit peu plus omnisciente, donc on essaye de dire ouais, non, c'est la guerre, c'est le machin. Bref, Hmm. au final, on se réduit au même niveau que les personnages qui sont en train d'y voir un C'est pas faux message ce que tu dis. profond. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai, ça se trouve, c'est complètement de la merde et en fait, c'est juste une comète Ouais, et c'est nous juste aussi, on une est en train comète. Hein. d'interpréter. Ouais. Pas C'est bête. juste que dans les temps difficiles, on aime bien voir des signes, quelque chose qui nous raccroche, qui nous aide à nous projeter ou des choses comme ça. Hmm. Brynden Tully donne alors des nouvelles de la guerre à Kathleen. Autour du lac L'Œil-Dieu, la guerre faisait ravage. Mark Piper et Carl Evans, on avait appris, qui, on avait appris en début de ce chapitre, remportaient quelques victoires par-ci par-là, mais cela ne suffisait pas. Lord de Beric Dondarrion est toujours en train d'harceler les Lannister et de leur causer du tort.
Un chevalier du nom de Sir Burton Craig Hall pensait même l'avoir tué, mais c'était pour tomber dans un de ses traquenards un peu plus tard. Jonas Bracken, qui, pareil, on l'avait appris en début de chapitre, était parti pour son château incendié par Grigor Clegane de la Haie-Pierre, avait été blessé lors des combats et un de ses neveux, pardon, du nom de Henry fut tué. Titus Nerbosc a lui bien expulsé les Lannister de son fief Corneilla, mais ce ne fut que après que les Lannister emportent chaque denrée de ses terres. Ouais. Donc au final, malgré le fait d'avoir renvoyé leur seigneur dans leur terre, le bilan est pas ouf, quoi. Ouais, bon, le conflit est à feu et à sang. Et à feu et à sang, et clairement Gregor Clegane a l'air de plus tenir la barque et de mener la barque que les seigneurs des Conflans, quoi. Quant aux Dari, Gregor Clegane était venu 2 semaines après qu'ils aient repris leur terre pour massacrer toute la maisonnée et leur maître. Alors pour restituer les Dari, durant la majeure partie du premier tome, on connaissait le chef de la maison, Sir Raymond Dari. La maison Dari nous est décrite dans le premier tome comme étant une maison loyaliste des Targaryens, et on apprend par exemple que beaucoup des frères de Raymond Dari sont morts lors de la bataille du Trident sous la couleur Targaryen, ou que Willem Dari, dont on ne connaît pas le lien avec Raymond Dari, mais qu'on sait appartenir à la même famille, était l'homme qui avait accompagné Daenerys et Viserys lors de leurs premières années en Essos, surtout dans la maison dont se souvient Daenerys à Braavos, avec la porte rouge et le citronnier. Au cours du tome, Raymond Dari meurt lors de la bataille du Gekabo, et c'est son fils qui devient le maître de la maison. Donc on le rencontre dans l'ultime chapitre de AGOT, de Kathleen, et il nous est décrit comme très jeune, pas plus vieux que Bran. Et c'est ce très jeune maître de la maison Dari que Grigor Clegane vient de massacrer. C'était d'après Brenna Tully le dernier de sa lignée, donc la maison Dari se retrouve éteinte de ce que l'on comprend. Si fut la maison Dari qui n'a régné que durant un tome de la saga du Trône de Fer. Fin. Revenons 2 secondes sur Beric Dondarrion. Alors on sait que Beric Dondarrion, il est accompagné d'après Brinten par un prêtre rouge, et celui-ci doit être Thoros de Myr. Thoros de Myr nous est décrit dans le premier tome comme un prêtre rouge qui utilisait une épée de flamme, donc on comprend à présent qu'il doit faire partie de la même religion que Mélisandre, l'ensorceleuse d'ombre venant d'Ashai, qui accompagne à présent Stannis à Père Dragon, qui prie les flammes et le dieu Hrlor. Hrlor. Je sais pas comment on est censé prononcer, mais je sais pas comment on est censé. Faudrait écouter le livre audio. Ouais. Ah ouais. Ouais, non mais Attends, mais je sais plus. Mais des fois, il dit des dingueries, le mec. Hein. Moi, j'avais déjà quelques livres audio. Je sais plus comment il disait Jamie, mais il disait pas j'aime, mais il disait des trucs un peu dingues aussi. Hein. Peut-être l'audio anglais, genre. T'as déjà trouvé sur YouTube, ça, des extraits comme ça. Ouais. Hrlor. Non, mais c'est comme Schackenhager. Mais je crois l'un des plus vieux exemples de trucs impossibles à prononcer, c'est Cthulhu, tu vois, c'est un peu le même délire. Cthulhu, oui. Mais Cthulhu, carrément, c'est censé être un truc pas prononçable par les humains, quoi. Ah, le truc c'est Lovecraft. Lovecraft, oui. Thoros de Myr s'était d'ailleurs fait remarquer en gagnant la mêlée du tournoi de la main lors du premier tome, et avant ça, justement, a aidé à mater la rébellion de Balon Greyjoy lors du siège de Pique grâce à son épée de flamme. Ouais, donc ouais, c'est pas non plus un rigolo, quoi. Ouais, c'est un prêtre sauvage, quoi. Ouais, il est pas là. Il est pas là pour te faire te jeter de l'eau bénite, quoi. Voilà. De la street. Ouais. Non, il a l'air de toucher sa bille, comme on dit. Beric Dondarrion était aussi accompagné de quelques gardes appartenant auparavant à Ned. C'est vrai, on avait appris dans l'ultime chapitre de Ned de Game of Thrones, là où il est enfermé dans un des cachots du donjon rouge,
qu'il espérait que ces quelques gardes partis avec Beri Dondarrion viennent lui apporter secours. Ils étaient deux, d'après Ned, du nom de Aline et Arwyn. On avait déjà parlé pas mal de Arwyn d'ailleurs. C'est le fils de Hulen, le feu grand écuyer de Winterfell, qui fut tué lors de la trahison de Littlefinger et des Manteaux d'Or. Ouais. On apprend aussi de Brinden que Grigor Clegane n'est pas le seul à mettre à feu et à sang le conflant. Un certain Sir Armory Lorque, ainsi que des spadassins de corps, s'en chargent aussi. Et bon, ça, c'est une confirmation des ordres que Tywin avait donnés lors de l'ultime chapitre de Tyrion de AGOT. En effet, après que Tywin ait décidé de se rendre à Harrenhal, il avait justement chargé Sir Armory Lorque, ainsi que Varch et Èvre, de mettre le conflant à feu et à sang. Alors ces deux personnages apparaissent tous les deux dans les appendices de AGOT et de Clash of Kings, comme étant respectivement un des principaux chevaliers de la maison Lannister pour Armory Lorque, et un mercenaire venant de la cité libre de Qohor pour Varch et Èvre. Alors, je crois qu'il apparaissait dans le premier tome sous son nom original, Vargo Haute, et que le traducteur, Jean Soula, il n'avait pas encore mis en place sa traduction avec le jeu de mots, Vargo Haute et Varch et Èvre. Ah oui, d'accord. Ah ouais, je viens de choper le... Je viens de comprendre le jeu, quoi. Chèvre et goat. Exactement. Et c'est ce Varch et Èvre, avec sa compagnie de mercenaires, qui, eux, sont friands de massacrer et d'exproprier la population partout où ils passent. Catelyn et Brinden comprennent que tous ces massacres servent à énerver Robb et qu'ils se décident à venir les attaquer directement à Harrenhal. Et par les pensées internes de Catelyn, on apprend l'histoire de la forteresse de Harrenhal. Alors, Gam, est-ce que tu t'en assez chaud pour... Alors, bon, en tout cas, ce dont je me rappelle, c'est que voilà, Harrenhal, ça avait été une forteresse absolument pharaonique, énorme, toute faite de pierre, faite par le roi Arryn, qui pensait totalement pouvoir résister aux forces de Aegon, et pour qui Aegon lui a prouvé totalement le contraire, qui a réduit sa forteresse à feu et à sang, et au point où il a réussi à même faire fondre les pierres, ce que tout le monde pensait impossible. Après, les détails, je les ai pas trop en tête. Non, c'est exactement ça. Moi, j'ai mis que, elle a été fondée il y a 3 siècles, juste avant la conquête d'Aegon, par le roi Arryn le Noir, au temps où les couronnes étaient encore indépendantes, et au temps où les îles de fer gouvernaient les terres du Conflant. Donc ça, c'était une époque où justement, Arryn, c'était le roi de tout ce machin, mais c'était le roi des îles de fer, mais les îles de fer avaient une suzeraineté sur le Conflant. Ouais. Et la construction, elle dura 40 ans, parce que le roi Arryn voulait que la forteresse soit la plus haute qu'aucun homme n'ait connue. Et c'est marrant parce qu'en fait, dans l'histoire, on dit que le même jour où la construction de la forteresse fut finie, ce même jour, Aegon le Conquérant débarqua à Port-Réal. Genre vraiment les signes du destin, quoi. Ça, c'est pour l'histoire. Ça, je vois bien, c'est les compteurs et tout, au coin du feu, ils font ça, tu vois, ça marche. Ouais. Le même jour. Ça passe. Donc, comme tu l'as dit, bon, Guillaume, Aegon, il a prouvé à Rennes que sa forteresse c'était du pipeau face à ses dragons. Et depuis ce jour, la place est dite maudite. Donc, dans le premier tome, c'était la famille Went qui régnait sur Harrenhal, par Shella Went. Mais lorsque les Lannister arrivèrent dans le Conflant, elle dut rendre le château, faute d'hommes pour le protéger. Et on ne sait pas ce qui est arrivé depuis à Shella Went. À présent, c'est Janos Flint, le capitaine des Manteaux d'Or de Boreal, qui en est le maître, sur ordre de Geoffrey, et surtout de Cersei, pour le remercier d'avoir choisi le camp des Lannister au lieu de celui des Stark. Donc, gros cadeau quand même, gros cadeau quoi. Ah oui, la prime était pas mal. Ouais, franchement, c'est comme si tu partais de rien, on t'offre, je sais pas, l'arc de triomphe ou un truc comme ça, tu vois, t'es là. C'est un truc historique. Mais justement, dans mes notes, j'avais écrit que c'était peut-être un enjeu de négociation entre Janos Flint et Littlefinger, tu vois. Après, après, vu l'histoire du truc, ça a l'air un peu d'être un cadeau empoisonné, quoi.
Ouais. Genre, tiens, vas-y. Et en plus, Tywin, clairement, il se gêne pas pour prendre position du truc. Et bon, là, c'est clairement Tywin qui fait ses bails à l'intérieur de Harrenhal, quoi. Ouais. Là, je pense que Harrenhal, c'est déjà hypothéqué, hein. Là, Oui, Jon Snow, il arrive chez toi, il arrive chez toi, il mange debout, quoi. Il il prend son assiette. Il prend son va passer assiette. sur un reportage. Il va repartir sur un reportage sur France 2. On squatte ma maison. Je viens de l'acheter. Je viens de l'acheter. Il y a déjà des squatters. Je comprends pas. Le pire était encore à venir pour Robb, car Brynden avait appris de ses hommes qu'une nouvelle armée se forme à Casterly Rock. Elle serait manée par un certain Stafford de Lannister. Celui-ci apparaît dans les appendices de Game of Thrones et A Clash of Kings comme étant le frère de Lady Joanna, l'épouse décédée de Tywin Lannister, morte en couche en accouchant Tyrion. Il est précédé par Brynden, que ce Stafford Lannister est doublement parent avec Tywin, car, on le rappelle, Tywin et Joanna Lannister étaient cousins. Ce Stafford Lannister n'était pas très fut-fut, d'après Brynden, mais il aurait un fils, Daven Lannister, qui lui serait vraiment redoutable. Pour Catelyn, il y aurait qu'une solution à mener pour parer ces menaces, que Lord Tywin doive affronter une menace supplémentaire qu'il n'aurait pas prévue. Renly. Sa Majesté Renly. Car celui-ci réclamera ce que réclament toujours les rois, hommage. Ah, génial. Alors que l'incipit et l'explicite de Chabit sont vraiment magnifiques. Il réclamera ce que réclament toujours les rois, hommage. Génial. D'ailleurs, dans la série, c'est Robb qui a cette idée de s'allier à Renly, parce que j'ai regardé un peu les scènes pour me rappeler, et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, que le Robb de la série est beaucoup plus adulte et mature que celui des livres. Voilà, on en a terminé pour cet épisode. J'espère qu'il n'a pas été trop long. Mais bon, il y avait beaucoup d'informations. T'as vu, Guillaume, je t'ai pas menti. Ouais, il était chargé en infos, ouais. Donc voilà, on espère que ce retour des apprentis lecteurs vous a plu et que donc vous continuerez à nous suivre. Et donc, du coup, je dis plus de date quand je vous dis à la prochaine. Maintenant, ce sera simplement à la prochaine parce que même nous, on sait pas quand on va faire les prochains épisodes. Ouais, clairement. Mais voilà, et on vous demande toujours de nous suivre sur les réseaux sociaux, de partager, et voilà, de venir discuter avec nous, de nous envoyer des messages, des mails et tout. On est toujours content de découvrir nos auditeurs et de discuter avec vous. On vous dit à la prochaine. À la prochaine.